La visite de Donald Trump en Chine. Je pense que c'est vraiment important, à bien des égards, pour l'économie, pour ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine et plus largement pour l'équilibre mondial. On parle ici des deux grandes superpuissances qui se rencontrent, qui discutent et qui décident de ce que sera l'avenir. Est-ce qu'elles vont coopérer ou est-ce qu'elles vont s'affronter? C'est la grande question que se posent aujourd'hui les Chinois. Est-ce que les États-Unis vont d'une manière ou d'une autre chercher à établir un partenariat ou à redéfinir leurs relations? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est plutôt une forme de confrontation. En Ukraine, au Moyen-Orient, au Venezuela. Et voici ce qu'elle a dit à propos de ce qui s'est passé jusqu'ici. Aujourd'hui, le président Trump et moi avons eu des échanges approfondis sur les relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi que sur la situation internationale et régionale. Nous pensons tous les deux que la relation entre la Chine et les États-Unis est la plus importante relation bilatérale au monde. Nous devons la faire fonctionner et ne jamais la compromettre. La Chine comme les États-Unis ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre en cas de confrontation. Nos deux pays devraient être des partenaires, pas des rivaux. Le président Trump et moi sommes également convenus de construire une relation sino-américaine constructive, fondée sur la stabilité stratégique, afin de promouvoir un développement régulier, sain et durable de nos relations et d'apporter davantage de paix, de prospérité et de progrès au monde. Et voici Donald Trump. Président Xi, merci pour cet accueil magnifique. Ce soir, j'ai l'honneur de vous inviter, vous et Madame Peng, à venir nous rendre visite à la Maison-Blanche le 24 septembre prochain. Nous nous en réjouissons déjà. Je voudrais maintenant lever mon verre et porter un toast au lien profond et durable entre le peuple américain et le peuple chinois. C'est une relation vraiment particulière. Et je tiens à vous remercier encore une fois. Cette période a été tout simplement exceptionnelle. Je pense, Alex, que sur ce point, on a une déclaration officielle de la Maison-Blanche à propos des discussions entre Trump et Xi jusqu'à présent. Elle indique que la Maison-Blanche a qualifié la rencontre entre les deux présidents de bonne réunion. Les discussions ont porté sur un renforcement de la coopération économique et sur l'accès des entreprises américaines au marché chinois, avec un engagement de la Chine à augmenter ses achats de produits agricoles américains. Les deux parties sont convenues que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert pour l'approvisionnement énergétique mondial, et Xi s'est opposé à toute militarisation de ce détroit. Il a aussi exprimé son intérêt pour l'achat de davantage de pétrole américain. Et sur la question de l'Iran, les États-Unis et la Chine ont adopté une position commune. L'Iran ne doit pas obtenir d'armes nucléaires. En gros, ce que Donald Trump voulait obtenir sur ce dossier, c'est que sur ce point-là, personne ne conteste la déclaration. Tout le monde veut rouvrir le détroit d'Ormuz. Et quand on parle de la militarisation du détroit, en gros, on a deux options, le blocus américain ou le blocus iranien. Quelle est, selon vous, la situation actuelle dans le conflit au Moyen-Orient? Parce que Donald Trump, on sait ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et on sait ce qu'il veut. Vous voyez, il ne veut pas de cette situation. Parce qu'à mon avis, il devient de plus en plus désespéré face à ce qui se passe là-bas. Et Xi le sait, Donald Trump le sait, le Japon le sait, la Corée du Sud aussi. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Qu'en pensez-vous? Je pense que, d'abord, tout ça est très encourageant, vraiment. Et je crois que cette rencontre est sans doute la plus importante de l'année, au moins jusqu'à septembre, je dirais. D'après ce que j'ai compris, quand Trump quittera la Chine très bientôt, Vladimir Poutine va lui aussi s'y rendre.
Donc à mon avis, c'est une sorte de travail diplomatique pour faire évoluer le monde vers un nouveau système de gouvernance, vers une architecture multipolaire. Et je pense que, pour les États-Unis, c'est tout à fait logique. Comme l'a dit Xi Jinping, les deux parties ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre à s'affronter. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Mais tu sais, Nima, je disais en gros la même chose à propos de l'Iran, que si les États-Unis prenaient le parti d'Israël et attaquaient l'Iran, il n'y aurait que des conséquences négatives. Aucun avantage, rien à gagner dans toute cette histoire. Alors que, si on avait une coopération constructive avec l'Iran, là, il y aurait beaucoup à y gagner, des deux côtés. Donc je pensais évidemment qu'aucune personne raisonnable n'irait faire la guerre aux côtés d'Israël. Israël n'est qu'un fardeau pour les États-Unis, et d'ailleurs pour une bonne partie du reste du monde. Alors qu'une coopération constructive, elle, profite à tout le monde. Mais tu vois, je me trompais, parce que Trump, lui, est bien allé en guerre contre l'Iran, du côté d'Israël. Donc, quelles que soient les conclusions de ces discussions, il faudra voir si Trump est même capable de respecter le moindre engagement. Et honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Parce que tu vois, encore une fois, Trump a surpris tout le monde en attaquant l'Iran. Même des gens très proches de lui, qui pensaient le connaître, qui pensaient, tu sais, comme Tucker Carlson, qui comprenaient parfaitement à quel point ce serait idiot d'attaquer l'Iran, quels en seraient les risques, et que ceux qui le poussaient à le faire étaient en réalité ses ennemis. Mais il l'a fait quand même. Alors je reviens à cette question. Qui est aux commandes? Qui au fond prend les décisions à la fin de la journée? Et puis tu vois, juste hier, Fox News a rapporté que la CIA avait perquisitionné les bureaux de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement national, donc c'est elle la supérieure. C'est la patronne du chef de la CIA, Radcliffe. Alors, comment la CIA peut-elle faire une descente dans les bureaux du DNI? Et apparemment, ils ont saisi des dossiers liés à MKUltra et à l'assassinat de JFK. Bon, d'accord, c'est ce que Fox News a rapporté. Ce n'est pas forcément un récit exact, mais quelque chose s'est bien passé. La CIA a effectivement pris un tas de documents au DNI, et apparemment, ce n'était pas ce que Tulsi Gabbard voulait. Donc ça s'est fait contre sa volonté. Ce qui montre qu'il se passe quelque chose de très très étrange aux États-Unis, où les structures légitimes du pouvoir ne semblent plus vraiment être aux commandes. On le voit aussi dans l'élection au Congrès de Thomas Massie. Il est très populaire auprès de ses électeurs. Ils veulent le réélire. Mais il est opposé par 3 milliardaires sionistes. Et puis, d'après le dernier sondage, on a encore eu cette situation où, au départ, le soutien à Massie était ici, celui de son adversaire là. Et tout à coup, juste quelques jours avant l'élection, boum, tout s'inverse. Moi, en tant que quelqu'un qui a passé sa carrière professionnelle à étudier les tendances, surtout les tendances de marché, eh bien, les marchés, c'est juste une des formes que prennent les tendances sociales. Ça n'arrive pas. C'est impossible. Les tendances, vous savez, pour qu'un événement d'une telle ampleur se produise, il faut du temps. Et là, on aurait eu, enfin sans entrer dans les détails des dynamiques sociales, mais en gros, une inversion de cette taille-là, ça se fait sur plusieurs mois, pas du jour au lendemain. Donc, c'est évidemment une fraude. C'est manifestement fabriqué d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui fait, ni qui est derrière tout ça, mais on voit bien que ce sont des intérêts sionistes. Et on voit aussi que du côté de la Chine, Pékin a pris une position clairement hostile vis-à-vis d'Israël. Et je pense que le consensus, c'est qu'Israël et les intérêts israéliens ont entraîné Trump dans la guerre contre l'Iran.
Donc, je pense que c'est ça qui contamine tout le travail. Tout ce qui a été dit entre Trump et Xi Jinping a un sens complet et cohérent. Et c'est même en ligne avec ce qu'on avait entendu de l'administration au tout début, juste après leur élection, quand ils disaient que l'ordre mondial d'après-guerre était dépassé, qu'il avait été transformé en arme contre les États-Unis. La nouvelle réalité, c'est un ordre mondial multipolaire, et ils avaient l'intention d'adopter cet ordre mondial. Ça voulait dire entretenir des relations constructives avec d'autres partenaires mondiaux, comme la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres encore. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et je pense que ces mêmes intérêts, ceux qui s'en prennent à Thomas Massie, qui ont peut-être pénétré ou perquisitionné le bureau de Tulsi Gabbard, qui ont poussé Trump à attaquer l'Iran, pourraient aussi compromettre les relations constructives entre les États-Unis et la Chine. Je crois qu'il faudra laisser du temps pour voir comment tout ça évolue. À mon avis, les intérêts économiques, commerciaux, politiques, tout penche dans une seule direction, et c'est évident. Mais j'aurais pu dire exactement la même chose à propos des relations entre les États-Unis et l'Iran, et pourtant on a vu la guerre. Et donc vous savez, pour l'Iran, il y a Israël. Pour la Chine, il y a Taïwan. Et vous savez, on pourrait voir à un moment donné dans le futur, les États-Unis essayer d'une manière ou d'une autre de déstabiliser la Chine en passant par Taïwan. Mais je pense que le temps joue contre ce genre de manœuvre. Ce système impérial, néocolonial, de gouvernance devient de plus en plus faible. Et l'approche plus raisonnable, celle dont on parle ouvertement aujourd'hui, gagne en crédibilité, elle gagne en influence, et j'espère qu'au final, c'est elle qui l'emportera. Quant à la situation la situation avec l'Iran, je ne sais pas comment elle va se résoudre. Mais je pense qu'entre la Russie et la Chine, ils pourraient trouver une sortie honorable pour Trump. Et j'espère vraiment qu'ils le feront. Tu sais, la question la plus importante pour la Chine, c'est la situation avec Taïwan. Et ce qui est frappant, c'est que ce sujet n'a même pas été mentionné dans cette déclaration des États-Unis. À mon avis, ce n'est pas bon signe, surtout avec le temps qui passe, parce qu'il aurait forcément dû y avoir quelque chose sur Taïwan dans ce texte. Et ce n'est pas le cas. Le problème, Alex, c'est que je ne sais pas. La guerre en Ukraine, puis celle au Moyen-Orient, montre que les États-Unis ne seront pas capables de faire grand-chose à Taïwan. Taïwan, c'est une île, et ils n'auront pas beaucoup de moyens d'action. Dans le cas de l'Iran, ils avaient beaucoup de bases dans les pays du Golfe, beaucoup de leviers. Ils avaient Israël dans la région, les Émirats arabes unis aussi. Ils avaient toutes ces bases-là. Mais Taïwan, c'est tout autre chose. Ce n'est même pas comparable. Franchement, je ne crois pas une seconde que la Corée du Sud ou le Japon iraient jusqu'à se suicider politiquement en s'opposant à la Chine pour aider les États-Unis, comme les pays du Golfe l'ont fait pendant le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Eh bien, vous avez raison. Et personne n'a vraiment d'enthousiasme à l'idée d'aller faire la guerre contre la Chine. D'ailleurs, personne n'était très enthousiaste non plus à l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine, ni contre l'Iran. Et pourtant, la guerre a quand même eu lieu. Enfin, pas tout à fait personne. Peut-être qu'Israël, oui. Peut-être qu'une frange un peu folle, d'extrême droite, au sein de la classe politique ukrainienne, voulait la guerre contre la Russie, et ainsi de suite. Mais d'une manière ou d'une autre, ces intérêts qui nous maintiennent dans des guerres sans fin, à un moment donné, ils finissent toujours par l'emporter. Comment ils y arrivent? Ça, il faut qu'on le comprenne. Et honnêtement, moi je ne le comprends pas. Et je ne pense pas que beaucoup de gens le comprennent non plus.
Mais je pense que, vu la façon dont la polycrise actuelle évolue, ils sont en train de se révéler eux-mêmes. Et déjà, on peut voir que oui, ça a quelque chose à voir avec Israël, mais aussi avec le Foreign Office britannique, avec les néoconservateurs et avec ces milliardaires sionistes aux États-Unis. On voit bien qu'ils ont un pouvoir clairement disproportionné sur les décisions politiques. Et je pense qu'il est extrêmement important de leur résister. Ils ont aussi une influence démesurée sur qui est élu au Congrès et qui ne l'est pas. Vous savez, la situation autour de Taïwan a été simulée dans tous les sens, encore et encore. Et les Américains savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient aucune chance face à l'Iran. Et pourtant, ils y sont allés quand même. Et je pense que la raison, c'est que pour ces intérêts néocolonialistes en Occident, gagner la guerre n'a aucune importance. Ils sont prêts à épuiser leur propre pays, leur nation hôte, jusqu'à la corde, juste pour avoir une chance de déstabiliser leur rival. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vaincre la Chine militairement. Leur stratégie, c'est de déstabiliser les pays qu'ils visent, de faire passer leurs dirigeants pour incompétents, de les rendre impopulaires et d'essayer de pousser leur propre population à renverser le régime. Vous savez, les scénarios de révolution de couleur qu'on a vus un peu partout. Je pense qu'ils ont perfectionné cette méthode d'ingénierie sociale au point d'être très sûrs d'eux. Et c'est pour ça qu'ils n'hésiteront pas à utiliser les États-Unis, le Japon, Singapour, les Philippines, l'Indonésie, l'Australie, tous ceux qu'ils peuvent rallier à ce conflit pour lancer ce processus. Ensuite, ils agiront par la diplomatie secrète, le renseignement secret, les ONG, la pression médiatique, la pression sur le récit, tout ce qu'il faut pour tenter de renverser le régime. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont toujours prêts, sans hésitation, à se lancer dans des guerres dont ils savent pourtant qu'elles sont impossibles à gagner. Ils ne se soucient pas vraiment de savoir s'ils gagnent ou non. Et en fait, ils ont tout à fait raison. Avant, je pensais qu'ils se fichaient du nombre de morts. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils s'en soucient, oui, mais pas du tout de la manière qu'on pourrait imaginer. Ils veulent qu'il y ait beaucoup de morts, parce que ça réduit aussi les tensions sociales à l'intérieur du pays. Si vous éliminez une grande partie des hommes en âge de se battre dans votre société, vous diminuez le risque de révolution ou de guerre civile chez vous. Donc je pense que pour cette raison, ils veulent effectivement beaucoup de pertes dans leur propre rang. En ce qui concerne la position iranienne, Alex, je pense qu'il n'y avait rien de problématique dans sa déclaration. L'un des points, c'est que la militarisation du détroit d'Ormuz doit cesser, et l'Iran n'a aucun problème avec ça. Et la guerre, tu sais, la principale raison pour laquelle ce détroit est militarisé, c'est à cause de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a décidé de militariser la région. Mais d'un autre côté, les États-Unis sont présents là-bas. Ils font partie de cette militarisation, avec le blocus qu'ils imposent aux ports iraniens. Et le deuxième point, à mon avis très important, c'est qu'il n'a été fait aucune mention du nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz que l'Iran a défini, le système de péage et la manière dont rien de tout cela n'a été évoqué dans cette déclaration. Ils ont simplement dit qu'il fallait rouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et l'autre point, Alex, quand on parle de Taïwan, on a vu le patron, le PDG de Nvidia, faire partie des délégations américaines. À mon avis, ce ne sont pas de bons signes. Il n'est pas nécessaire d'y aller, ni de l'emmener comme représentant des États-Unis. Parce que quand on fait ça, ça veut dire que Taïwan fait partie des États-Unis. Or, c'est proche de la Chine. C'est une partie de la Chine.
mais politiquement, économiquement, c'est plus important. Enfin, vous voyez, c'est plutôt du côté des États-Unis, pas de la Chine. Ce ne sont pas de bons signes, encore une fois, à mon avis. On a déjà vu ça. Je me souviens de la rencontre en Alaska, à Anchorage, entre les deux présidents. Rien de concret n'en est sorti. Après 24 heures, tout le monde avait déjà oublié ce qui s'était passé. Alors dites-moi, selon vous, quand on parle de l'Iran, quand on parle de Taïwan, quels sont les signes que vous voyez? À mon avis, ça ne va peut-être pas se passer sans affrontement. Ce que vous dites sur la composition des délégations de Trump n'inspire pas vraiment confiance. Vous avez raison là-dessus. Et ça montre qu'il existe dans la société américaine des intérêts dotés d'une forte influence politique qui veulent encore imposer leur propre vision à la Chine, en quelque sorte la forcer à se soumettre. Et je pense qu'ils ne lâcheront pas facilement. On peut essayer de raisonner Trump, et je ne sais pas. Peut-être qu'il comprend ce raisonnement, et qu'il y a encore dans son administration des gens qui le comprennent aussi. Mais encore une fois, il y a ces autres intérêts qui voient les choses autrement. Et ce sont des intérêts impériaux, étrangers aux États-Unis. Ils ont peut-être des satellites et des agents aux États-Unis, et beaucoup de ces PDG savent très bien de quel côté leur pain est beurré. Mais ça ne veut pas dire que tout ça va dans l'intérêt du peuple américain. On voit bien, à travers les élections, qui l'emporte. Mais l'autre camp n'est plus naïf. Ils ont compris maintenant que Trump peut prendre des engagements, mais qu'ils doivent quand même garder le doigt sur la gâchette, comme disent les Iraniens. Et je pense qu'en ce qui concerne Taïwan, les Chinois ont tiré des leçons très très précieuses des Iraniens sur la manière de se battre et de résister à cet hégémon impérial. Donc je ne vois pas le camp américain, ni le camp occidental, dire « Très bien, nous avons vu la lumière ». On va simplement plier bagages, fermer nos bases militaires, rentrer chez nous et se concentrer, je sais pas, sur la réparation du pont de Baltimore, celui qui s'est effondré il y a 2 ans, et sur la remise en état de nos infrastructures, tout ça. Eux, ils garderont tous leurs atouts en place, parce qu'ils continueront, vous savez, à poursuivre leur objectif principal. Et cet objectif, il a été réaffirmé clairement, encore en 2019, sous la première administration Trump. Maintenir et défendre la domination américaine sur le continent eurasien. Mais qui a formulé ça? Qui a défini cette politique étrangère? Certainement pas le peuple américain. Je pense que ces intérêts-là restent dominants dans la politique étrangère des États-Unis. Ils ne lâcheront pas et ils n'abandonneront pas ces priorités. Donc, plier bagages et laisser la Chine à la Chine, la mer de Chine méridionale à la Chine et le Moyen-Orient à l'Iran et à d'autres pays, c'est hors de question. Ils vont continuer à faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le statu quo tel qu'il est. Mais je pense qu'ils sont sur une voie accélérée vers la défaite. Et je ne vois pas cette situation se terminer avant qu'ils aient été complètement vaincus. Vous savez, ils ont perdu l'Ukraine, ils ont perdu l'Iran. Ces conflits sont toujours en cours, bien sûr, mais il n'y a aucun moyen, vraiment aucun moyen, d'inverser militairement ces défaites. Et je pense que c'est peut-être en partie pour ça qu'on voit apparaître une nouvelle pandémie, apparemment, parce que les choses vont commencer à se dégrader très vite. Things are going to start to unravel very quickly.